Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé aujourd'hui de me poser dans une vidéo différente de mes vlogs habituels. C'est une vidéo pas fun, mais en même temps qui peut en aider certains. J'ai décidé de vous parler de mes péripéties, d'une opération qui a failli me coûter la vie il y a 2 ans de ça. Ça fera 2 ans le 28 février 2026. Du coup, on n'y est pas encore. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en janvier. Mais voilà, ça va arriver bientôt. J'ai pris le temps d'encaisser tout ça et de vivre avec, pour pouvoir en fait vous en parler de façon plus claire, plus concrète. Je vais essayer d'avoir un ordre chronologique et que ce ne soit pas trop long et trop de blabla pour rien pour vous, pour que ce soit quand même concret, clair et que vous puissiez comprendre les tenants et les aboutissants, tout en sachant que je vous ai demandé de me poser des questions sur ça et donc du coup j'ai reçu énormément de questions. Je vais essayer aussi d'y répondre dans cette vidéo. Si vous en avez d'autres qui vous viennent après ce témoignage, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je verrai si je peux refaire une mini FAQ par rapport à cet incident. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que ne la regardez pas si vous êtes sensible aux vomis, aux maux, à tous ces trucs-là, vomis, hôpitaux, le sang, vraiment la douleur des autres. Si vous êtes sensible à tout ça, ne la regardez pas clairement parce que je vais beaucoup parler de ça forcément. Je vous parle pas d'une histoire qui a été fun, donc sachez-le, voilà. Premier trigger warning, il n'y en aura pas d'autres. Je vous le dis ici, je le répéterai pas, faites attention. Si vous n'êtes pas dans un bon mood, ne regardez pas cette vidéo. Et si vous n'aimez pas toutes ces histoires de vomi, de sang, d'hôpitaux, de mort, ne regardez pas. Pour commencer par le commencement, j'ai toujours eu des douleurs au niveau en fait de l'estomac ici. Et ça se reliait toujours au milieu du dos. Tout le temps, depuis le lycée, quoi. Vraiment, ça date depuis le lycée. Quand j'avais 16-17 ans, j'avais ce genre de douleur. Et ça a continué. Et en fait, ça s'est juste empiré au fil des années. Mais sans savoir vraiment ce que c'était, j'ai consulté énormément de médecins. Et le résultat était toujours qu'en fait, j'étais quelqu'un de très stressé. Et que du coup, j'étais nerveuse. Et c'est ça qui me donnait cette douleur. Bon, je trouve qu'on a une errance médicale, c'est pas nouveau. Mais c'est assez affolant par rapport à toute cette histoire. Cette errance que j'ai pu avoir pendant autant d'années. Ce qui fait en fait que quand j'ai été dans mes études d'éducatrice de jeunes enfants, j'ai souffert le martyre. Des fois, le soir, après les cours, je sentais que je commençais, vous voyez, à avoir mal au niveau de l'estomac et je savais que cette douleur ne partirait pas avant le lendemain. Donc, que j'allais passer une nuit affreuse. Je me levais carrément la nuit, je me mettais en t-shirt et en culotte et j'allais dans le jardin, dans le froid, pour essayer de respirer, tellement je n'arrivais pas à respirer. C'était la panique, ça me faisait mal, j'avais l'impression que j'étais en train de crever littéralement, mon corps ne me suivait plus, c'était affreux, vraiment terrifiant. Et j'ai consulté du coup à nouveau des médecins par rapport à ça en décrivant tous ces symptômes et en fait à chaque fois est revenu que c'était des terreurs nocturnes, des crises d'angoisse, que j'étais trop stressée, etc. Toujours la même chose. Sauf qu'il est arrivé un moment où en fait ma grand-mère s'est fait opérer de la vésicule biliaire et mon cousin qui est plus jeune que moi, qui s'est fait aussi opérer de la vésicule biliaire. Et en fait leurs symptômes étaient exactement les mêmes que les miens. Alors ma grand-mère un peu moins, mais mon cousin a eu exactement la même chose que moi, ces douleurs qui ont duré pendant plusieurs années et cette sensation en fait où tu es en train de mourir, où ton corps ne t'appartient plus, où vraiment on te poignarde, mais à plusieurs reprises et ce pendant toute la nuit jusqu'au petit matin, c'est affreux. Je me suis dit c'est pas possible, je dois avoir un truc du genre. En plus de ça, la vésicule biliaire, tous les calculs en fait que vous pouvez avoir, ça peut être aussi quelque chose de génétique. Donc je me suis renseignée par rapport à ça, je suis allée voir mon médecin et j'ai demandé une échographie par rapport au calcul de la vésicule biliaire. Le médecin me disait vous êtes trop jeune pour ça, c'est vraiment que à un certain âge qu'on nous enlève la vésicule et qu'on a des problèmes de calcul. J'ai insisté quand même en disant que mon cousin, qui est plus jeune que moi, a eu cet incident, donc je pense vraiment sincèrement que l'âge ne veut rien dire. J'ai insisté et le jour où je suis allée faire en fait cette échographie, le médecin m'a dit waouh madame vous avez plein de cailloux au niveau du coup de la vésicule et il m'a dit il faut opérer d'urgence. Clairement là vous devez souffrir le martyre, donc on doit vous opérer d'urgence pour vous enlever tout ça et que vous allez mieux. Sur le coup je me dis cool, en fait on a enfin trouvé ce que j'avais parce que clairement avant ça j'ai aussi vu un gastro-entérologue. Croyez-moi je dois aller en voir un encore cette année. Je repousse le rendez-vous parce que c'est affreux. On vous passe une caméra en fait à l'intérieur, sauf que ça on vous bloque toute la gorge, donc vous passez votre temps à vomir, à avoir des relents, à pas pouvoir respirer. Enfin, c'est affreux. Ce rendez-vous était juste, j'en garde pas un bon souvenir. Donc oui, les rendez-vous gastro-entérologue, c'est clairement pas un très bon souvenir pour moi.
Donc j'avais fait ça, mais on n'avait rien trouvé. Voilà, il y avait rien, ils n'avaient rien trouvé. Donc finalement, au niveau de l'échographie, nickel. On me dit de suite que c'est des calculs dans la vésicule et qu'il faut qu'on m'enlève la vésicule d'urgence. Donc je prends rendez-vous. Franchement, quand on me dit d'urgence, ça s'est passé extrêmement vite. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris rendez-vous avec le chirurgien le jour même. Et le chirurgien m'a reçu dans la semaine en me disant, voilà, je vous reçois, on va discuter de tout ça et après on va poser une date pour l'opération. Très bien. À ce moment-là, j'étais entrepreneuse, donc j'étais à mon compte, donc j'avais pas de boulot salarié, donc pas d'horaire, pas de contraintes, vous voyez. J'étais vraiment libre, tranquille, je pouvais faire ça quand je voulais. Si jamais vous avez vous-même cette expérience d'errance médicale, qu'on vous dit que vous avez mal au ventre pour le stress, etc., franchement, consultez et changez de médecin. Changez de médecin parce que c'est pas le stress qui vous donne mal au ventre comme ça. Il y a forcément toujours, je trouve, une raison. Et moi, si je n'avais pas insisté, cette raison-là n'aurait pas été solutionnée. Alors certes, j'ai eu des misères par la suite, mais rien à voir avec le fait qu'on m'ait solutionné le problème, vous voyez. Je fais juste un aparté, les voisins font des travaux, j'espère que ça vous gênera pas trop de temps à autre. Si vous entendez taper, c'est les voisins. Donc je suis allée à ce rendez-vous, j'ai rencontré le chirurgien, ça s'est très bien passé, il m'a expliqué ce que j'avais, comment il allait procéder, comment l'opération allait se passer, etc., etc. Bref, je prends rendez-vous pour la semaine d'après. Franchement très rapide, très très rapide. Donc l'opération tombe en 28 février. De là, en fait, si vous voulez, l'opération de la vésicule biliaire, c'est quand même une routine. C'est une opération de routine qu'on appelle ça parce qu'en fait, vous rentrez à l'hôpital, on vous opère et vous ressortez le jour même. C'est en ambulatoire, tout simplement, c'est très rapide. Donc, moi, j'y vais. Le matin même, quelqu'un vient me chercher, un VSL vient me chercher, m'amène. Et le soir, en fait, un VSL retourne me chercher à l'hôpital et me ramène chez moi. Ce qui s'est passé pendant ce laps de temps-là, quand je me suis fait opérer, au début tout s'est bien passé, arrive, je sais plus, entre 14 et 15 heures, le moment où en fait le médecin vient quand même vous voir pour vous expliquer l'opération, vous dire si ça s'est bien passé, etc. Le médecin dit à l'infirmière, j'aimerais bien la garder en surveillance, en parlant de moi. Et moi, je lui dis, mais pourquoi me garder en surveillance alors que c'est une opération de routine et que j'ai vu qu'on rentrait chez nous ? J'ai pas eu de réponse, il n'y a pas eu de suite à ce niveau-là. Et ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Peut-être qu'à ce moment-là, le médecin savait déjà qu'il avait fait de la merde, mais il l'a pas dit. Ce qui fait qu'en fait, au lieu d'insister sur le fait de vouloir me garder, en fait, je suis quand même rentrée chez moi. C'est-à-dire qu'à 18h, 19h, très tard après, un VSL est venu me chercher, je suis rentrée chez moi. Voilà. Donc à ce moment-là, pour l'instant, tout se passait bien. Je suis rentrée chez moi. Le soir même, impossible de manger, mais en même temps, je sors d'une opération. Je me dis, c'est totalement normal, je suis pas très bien. Je vais me coucher. Je me force un peu à manger un peu de la soupe et tout. Bref, je vais me coucher. C'était un vendredi soir. Donc je suis rentrée un jeudi soir. Se passe le lendemain, donc vendredi toute la journée, où je suis seule à la maison puisque mon copain travaillait. Je suis seule à la maison et je suis pas très bien, vous voyez, je suis vraiment pas très bien. Donc j'étais pas très bien. Je me force quand même à manger du jambon, de la soupe, que des petits trucs comme ça. Il y avait que ça qui passait, vraiment en très petite quantité. Et en fait, je me rends compte que vraiment, il y a rien qui passe, que j'ai extrêmement mal en fait au niveau de l'estomac, que je suis très gonflée, je suis livide, blanche comme un linge. Bref, c'était pas la folie. Passe la première journée comme ça. Je reste littéralement comme ça. Une journée entière et je dis à mon copain le soir quand il rentre du boulot que vraiment ça va pas, ça va pas, je suis pas bien. Bref, on se pose pas plus de questions, on remet toujours le truc sur le fait que je viens de me faire opérer et que forcément un corps a besoin de se réadapter et que c'est pas une opération non plus anodine. Sauf que voilà, dans la nuit, vraiment, je me sens pas bien au point de faire des malaises, mais allongée dans mon lit. Je sens que je m'enfonce, vous voyez, dans mon lit. Du coup, je me lève en me disant ça va pas, faut que je me lève. Sauf qu'en me levant, en fait, je fais un malaise littéralement en étant debout. Donc, ça alerte mon copain. Il était 3h du matin. Ce qu'on fait, c'est que du coup, on va se coucher tous les deux sur le canapé en mode demi-sommeil, vous voyez, vraiment pour pas qu'il y ait de danger pour moi et qu'on puisse surveiller et tout. C'était affreux. Mais rien que d'en parler, je me rappelle encore de la douleur et la sensation que je ressentais clairement. Et en fait, le samedi matin, mon copain devait travailler et il appelle ses patrons en disant je vais pas travailler, je dois rester avec Maëva parce que ça va pas du tout. Voilà. Et il dit si vraiment il y a une urgence, au moins je serai présent. Mais en fait, j'ai pas arrêté de faire des malaises jusqu'au moment où, trigger warning, j'ai vomi, sauf que j'ai pas vomi de façon normale. Déjà, j'avais rien dans mon estomac pour vomir vu que je n'arrivais pas à manger, mais qui plus est, j'ai vomi du noir. Mais du noir. Je vous jure, c'était le diable qui sortait de moi, vraiment affolant. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, je ne comprenais pas ce qui se passait. Sauf qu'en fait, en vomissant, je me rends compte que je peux plus me lever en fait.
Donc j'étais à quatre pattes et je dis à mon copain, là il faut que tu appelles les pompiers, il faut qu'il y ait un camion qui vienne concrètement parce que je ne peux pas me lever et je vais mourir. Je lui dis, en plus je pense que le cerveau il comprend à ce moment-là. Le cerveau comprend très vite. Je lui dis, je vais mourir là en fait, je vais mourir comme ça, il faut appeler quelqu'un, il faut que les pompiers viennent parce que c'est le coup de quelques heures, vous voyez. Alors vraiment je le sens. Il appelle les pompiers et là, vraiment, alors ça c'est la meilleure du siècle entier, les pompiers lui disent, monsieur, nous n'avons pas de camion, nous ne pouvons pas venir, il faut que vous ameniez vous-même votre copine aux urgences. Sauf que les urgences étaient à 1 heure de route de chez nous. Et je me dis, c'est pas possible, en fait, c'est un cauchemar. Je me dis, c'est pas possible, c'est un cauchemar. De là, on va du coup en voiture aux urgences. Donc je vais dans sa voiture, je me prends un oreiller. J'y vais en chaussettes pyjama. J'arrivais pas à m'habiller. Mon copain me prend des crocs. Heureusement, parce que ça m'aura suivi pendant tout le long de l'hôpital après. J'avais même pas de chaussures. Enfin, un gros bordel. La chienne dans la voiture, on embarque et j'étais à l'arrière avec mon oreiller. Et je me rappelle, et j'ai encore cette vidéo, si je peux, j'essaierai de vous passer des rushs, mais j'étais littéralement allongée sur la planche arrière, blanche comme un linge et énorme, prête à exploser. Et je me suis filmée en me disant que si je mourais dans la voiture, il fallait qu'il y ait des preuves que quand même mon copain m'avait amené. Vous voyez qu'il n'ait pas des problèmes en fait. Vraiment, dans ma tête, j'étais vraiment en train de penser à ça, en train de me dire, il faut que j'ai des preuves de cette histoire, je suis en train de mourir et il faut qu'il y ait des preuves. Non mais vraiment, je suis complètement zinzin, mais en même temps, j'ai bien fait, parce que clairement, c'est une histoire de zinzin. Donc se passe 1 heure de route où mon copain il arrêtait pas de me dire là j'arrive à tel endroit, tiens bon je suis à tel endroit, et moi j'étais en mode tais-toi, avance, roule, fonce. J'étais en train de lui dire je m'en fiche des radars, je m'en fiche, fonce, je vais mourir en fait. Genre j'étais vraiment en train de lui dire je m'en fiche, roule. C'était le trajet le plus long de toute ma vie. Arrivé aux urgences, je sors à quatre pattes en pyjama, en chaussettes comme ça dehors, et je vois la dame de l'accueil qui en fait me connaît parce qu'à l'époque, comme je vous disais, j'avais ma propre entreprise, donc en fait c'était une cliente de mon entreprise qui me dit mais madame, je vous aurais pas reconnue, mais normal que tu me reconnais pas en fait, vraiment totalement normal. Et là elle me dit asseyez-vous sur le fauteuil roulant, je vais vous amener, et elle dit à mon copain vous pouvez partir, ça va prendre environ 3 heures, rentrez chez vous, on vous rappelle quand votre femme pourra sortir. En gros elle lui dit ça. Bon, spoiler alerte, je suis pas sortie de l'hôpital, je suis restée 2 mois de plus à l'hôpital. Voilà, je vais vous expliquer. Donc de là, on me met en fait en chambre d'urgence, et j'étais en fait allongée sur ce lit, et pareil, les heures les plus longues de toute ma vie, en souffrance. J'avais extrêmement mal en fait au niveau de mon ventre et de mon bas ventre, mais mal, c'était affreux cette douleur. Et en fait, c'était très long, j'entendais une infirmière qui parlait dans le couloir, et en fait je trouve qu'en tant qu'infirmier, même en tant qu'humain, on ne doit pas se rendre compte de ce genre de choses, mais je peux vous dire qu'à ce moment-là, c'était affreux. Cette dame n'arrêtait pas de parler avec son collègue devant ma porte. Et moi, j'étais dans le mal, et elle n'arrêtait pas de parler et de dire oui, moi, mon fils, il passe le bac, il va aller à tel endroit, il a 17 ans, mais oui, il passe le bac, le tien. Et ça a duré, c'était affreux. J'entendais parler alors que j'étais mal, j'avais juste besoin de silence et de médicaments. Et ces gens-là ne venaient jamais. Je sonnais, ils venaient jamais. Vraiment, c'était affreux, je vous conseille absolument pas ces urgences. Les urgences tout court quand vous êtes en train de crever. Concrètement, voilà. Je recommande pas, c'était affreux. Je me lève au bout d'un certain temps, je prends les dernières forces que j'ai en moi, et c'est là où tout a basculé. Je me lève, pieds nus, en culotte avec cette blouse. Je vais dans le couloir et je trouve cette dame qui n'arrêtait pas du coup de parler de son fils, et je lui dis excusez-moi, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose. Je souffre le martyre, je suis en train de mourir. Je lui dis soit j'ai l'appendicite en plus de mon opération, soit il y a un problème au niveau de mon ventre, mais là, il faut que vous fassiez quelque chose parce que je vais mourir sur le lit, quoi. Je lui dis littéralement ces mots. Et là, la dame, elle arrive et elle me dit vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite, allongez-vous, je vais vous mettre une dose de morphine plus importante. Chose qu'elle fait. Et je me rappelle plus de rien. Concrètement, la morphine m'a complètement flingué la gueule, je ne me rappelle plus de rien. Juste qu'à un moment donné, il y a un médecin qui vient, qui me regarde et qui me dit madame, on vous amène faire un scanner. Je me rappelle absolument pas du scanner. Ils ont dû sûrement me porter, me faire le scanner. J'étais totalement endormie. J'en sais rien, je m'en souviens pas. Et suite à ça, pareil, un médecin qui se met au-dessus de moi et qui me dit madame, vous avez un épanchement. On doit vous opérer d'urgence. C'est grave. Point barre, j'en sais pas plus, quoi. Et en fait, moi, dans ma connerie, dans le fait que j'étais sous morphine et que je comprends rien, j'appelle ma mère. Je me dis vite, il faut que j'appelle ma mère, il faut que j'appelle mon copain et que je leur dise qu'il y a un problème. Je leur dis. Je rigole, mais franchement, c'était pas drôle au moment venu, mais en même temps, j'étais tellement pas accompagnée. Je leur dis, j'ai un épanchement, je fais une hémorragie. Je leur dis, je fais une hémorragie, j'ai du sang partout, on doit m'opérer et tout.
d'urgence, donc je vous rappelle quand je serai sortie d'opération. Donc la panique, hein, j'imagine bien que mes proches, en fait, ils ont dû complètement paniquer. En fait, j'avais pas du tout une hémorragie, j'avais en fait, c'est d'ailleurs pire, hein, c'est encore plus dangereux, mais j'avais un épanchement, mais un épanchement de bile. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en m'opérant, le premier chirurgien, ne m'a pas refermé correctement l'endroit où est-ce qu'ils ont enlevé la vésicule. Ce qui fait qu'en fait, la bile, en fait, ici, parce que je vous montre ici, mais c'est ici, la bile, en fait, a coulé dans mon corps et m'a créé une intoxication de tout le corps, de tous les organes. Voilà. Parce que la bile, en fait, c'est hyper toxique, ça brûle, c'est acide. Et je suis restée comme ça pendant 2 jours. Clairement, en fait, là, ma destinée, c'était juste de mourir. Voilà. Pas d'autre destinée, souffrir et mourir, quoi. Voilà, concrètement. Donc, voilà. Pourquoi j'ai été opérée d'urgence. Désolée, il y a beaucoup de voilà, mais même moi, quand j'en parle, je me dis c'est hallucinant. De là, donc, je suis partie me faire opérer d'urgence parce que j'avais un épanchement de bile et que j'étais en train de mourir. Je ne me rappelle de rien, donc on m'endort, voilà, l'opération se passe, je me réveille et dans ma tête, je me dis, je suis soignée, vous voyez, je viens de me refaire opérer d'urgence au bout de 2 jours à peine après ma première opération, donc déjà c'est costaud, le corps il doit encaisser. Je me dis bon bah c'est bon, je suis sauvée, je suis guérie. Et en fait quand je me réveille, je vois en fait ici j'ai un drain accroché qui pend avec un énorme bac comme ça, avec de la bile dedans. Dégoûtant, vraiment dégoûtant. Ça fait mal. Et j'ai la chirurgienne qui était là de garde, qui m'a opérée, qui vient me voir et qui me dit « Madame, l'opération a raté. » Vous entendez bien ? Madame, l'opération a raté. Trop de bile dans votre corps. Ça a abîmé trop d'organes, donc je n'ai pas réussi en fait à vous réparer. Donc pour essayer de vous maintenir en vie, on vous a mis un drain pour que la bile coule à l'extérieur et non à l'intérieur de votre corps afin que tout revienne un peu dans l'ordre. Vous avez bien entendu. Voilà. Donc de là, pareil, je rappelle ma mère, je rappelle mon copain, j'explique la situation. Tout le monde est un peu en panique, mais en même temps, je suis en vie. Je suis en vie. Pour l'instant, c'était le principal. On comprenait pas ce qui se passait, ni moi, ni mes proches. Enfin, franchement, d'une opération totalement normale, je me retrouve en fait entre la vie et la mort et dans une souffrance extrême. Donc, je suis restée en fait 3 jours dans cet hôpital que je ne recommande absolument pas. C'était vraiment, et je vais en parler. Cette vidéo va être longue, mais il faut en parler. Il faut arrêter de cacher ce genre de choses. J'en ai pas parlé, je n'ai pas porté plainte, sachez-le, parce que j'avais pas envie de rentrer dans ces démarches-là. J'étais pas prête et j'étais pas assez mature sur la situation que j'avais vécue et tout ça. Mais croyez-moi que là, il y a eu quand même beaucoup de fautes et que même en reparlant de ça aujourd'hui, je trouve ça hallucinant, tout ce qui a pu m'arriver. Mais donc, je suis restée 3 jours dans cet hôpital où, en fait, on n'a pas su nous dire ce que j'avais. Donc, ma mère était en panique au téléphone, en train à chaque fois de demander à parler avec les infirmiers pour en savoir un peu plus. Sauf qu'en fait, comme je vous disais, j'ai été opérée d'urgence un samedi et je suis restée du coup dimanche et lundi, 3 jours. Donc, en fait, c'était vraiment le week-end où il n'y avait personne. Il n'y avait pas un chat dans cet hôpital. C'était affreux, donc ce qui s'en est suivi, et c'est là où, gros trigger warning, pardon, mais si vraiment vous aimez pas les hôpitaux et les mots sensibles et les images sensibles, ne restez pas, parce que vraiment ça a été un enfer. J'ai vécu un enfer pendant 3 jours. Concrètement, mon copain est venu, je pense le samedi ou le dimanche, heureusement. En fait, j'étais déjà allongée depuis un moment, ce qui fait que mon corps, en fait, avait déjà commencé à perdre des forces. Je commençais à avoir des douleurs un peu partout. Et surtout, personne n'a voulu me laver. La seule personne qui m'a lavé dans cet hôpital, c'est la toute première dame. Et je me rappelle encore de son prénom, je me rappelle de sa tête, je me rappelle de tout, je m'en rappellerai toute ma vie. Elle m'a lavé quand je suis arrivée en urgence pour me faire opérer. J'étais sous morphine, je souffrais. Et elle m'a dit, je vous lave. Elle m'a lavé le corps, s'il vous plaît. Genre vraiment le trauma. Quand vous n'êtes pas prêt à ça, elle me savonne et tout, et elle me dit, parce que, pour vous expliquer, du coup, pour vous la faire courte, il fallait que je me fasse opérer d'urgence, mais comme c'était pas prévu, bah, j'avais encore tous mes bijoux, je ne m'étais pas rasée, voilà, tout ça, finalement, bah, c'était pas d'actualité, donc elle me dit, il faut que je vous rase, il faut que je vous lave la tête, il faut que je vous enlève vos bijoux, donc en fait, c'est elle qui m'a fait tout ça. C'est la seule dame qui m'a lavé, et encore elle m'a lavé voilà, la bétadine, tout ça, pour que je puisse me faire opérer d'urgence. Ce qui fait qu'après l'opération, je suis restée dégueulasse. C'était... y a pas d'autre mot. Donc le dimanche, mon copain est venu me laver. En fait, je pouvais plus me lever, je pouvais plus me mouvoir, je pouvais plus rien faire toute seule. Je n'arrivais même plus à aller faire pipi seule. C'est-à-dire que du coup, mon copain me lave. Heureusement, encore une fois, qu'il était là aussi. Et alors après, ma mère, n'en parlons pas, mais ça, vous verrez par la suite. Donc, il me lave, il m'apporte juste un petit sac de change
pas suffisant pour ce qui allait m'arriver par la suite, parce que c'est pas fini. Mais sur le coup, pour nous, on était quand même dans la fin, quoi. Vous voyez, on était sur la fin de toute cette histoire. Donc, j'avais peu de vêtements de change, mais j'en avais quand même un petit peu. Et en fait, ce qui se passe, donc il me lave, et puis après, bah voilà, il rentre chez lui, tout ça. Et moi, je me rends compte, en fait, que au bout d'un moment, dans la journée, je me rends compte que le drain ne tient plus dans ma peau. Il est enlevé, en fait. Et je me rends compte qu'il y a de la bile partout. Partout sur moi, partout sur mes draps et partout sur ma blouse. J'étais pas encore habillée avec des vêtements à moi, j'avais encore la blouse. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis clairement au bout de ma vie. J'ai pas d'autres termes. J'ai le drain qui a pété. Donc j'ai de la bile qui a s'est mis à couler de mon ventre au taquet. On a mis plus d'une demi-heure avant de pouvoir mettre une poche pour remplacer ça. La poche, elle est en train de se remplir sacrément vite. Je suis pas sûre que ce soit totalement normal. J'ai sacrément mal au ventre au moment où je parle. Mais sinon, ça va. L'avantage, c'est que je suis sous surveillance et je reste ici sous surveillance pendant 48 heures, voire une semaine. Bref, j'arrête de parler, en fait, ça me fait trop mal. Voilà, merci à tous pour vos messages et je reviendrai quand j'espère quand ça ira bien mieux. Et je sonne, parce qu'en plus, il faut savoir que je suis quelqu'un de très chouchoute. Je déteste tous ces trucs-là. J'ai horreur de ça, du sang, des odeurs. C'est vraiment pas pour moi. Mais j'avais pas le choix. C'était quelque chose qui était en train de m'arriver. Donc concrètement, bah, on assume. Hein, on n'a pas le choix dans ces moments-là. Donc je sonne et je dis, je pense qu'il y a un problème avec mon drain. Genre, je montre ça. Je rigole, mais en vrai, c'est nerveux. Et l'infirmière, la pauvre, pareil, je m'en rappellerai toute ma vie. Elle était trop gentille. C'était une jeune de garde. Elle regarde et puis elle me dit « Oh mais madame, votre drain, il a pété. Vous avez la bile qui sort, en fait, du drain, quoi. » Donc j'avais la bile qui sortait comme ça. J'ai la cicatrice, hein. Elle est là, la cicatrice. Je sais pas si vous verrez vraiment bien. Attendez. Voilà. Là, c'est là où j'avais mon drain. Et donc j'avais la bile qui sortait de là, comme ça. C'était... Voilà. J'ai pas d'autres mots, c'était dégoûtant. Donc en fait, elle a essayé de remettre tout ça. Sauf que la bile, bah, ça glisse, ça brûle. C'est comme de l'huile, en fait. Donc, elle n'arrivait absolument pas à remettre les pansements, à remettre le drain. Sauf qu'en fait, ça, c'est ce qui me tenait en vie. Donc, concrètement, plus elle mettait du temps à le remettre, plus bah, moi, j'étais en train de mourir parce que la bile, en fait, elle s'écoulait dans mon corps. Donc, elle m'a agrafée, en fait. Concrètement, elle m'a dit, bah, vous allez souffrir, mais c'est comme ça. Donc, en fait, elle a agrafé pour faire tenir, en fait, ce drain affreux. Voilà, je peux pas vous expliquer la douleur. Je peux pas vous expliquer. Elle a agrafé, puis après, on s'est rendu compte que normalement, pour que ça fonctionne, un drain, en fait, ça doit être en aspiration. Ça doit aspirer la bile de l'intérieur de mon corps vers les poches, quoi. Donc en plus, on m'avait rajouté une deuxième poche, donc j'en avais deux parce qu'il y avait tellement de bile qui s'écoulait que ça ne tenait plus dans une seule poche. Et puis donc par la suite, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était absolument pas en aspiration, donc le drain ne fonctionnait pas. Tout ça pour rien. En fait, l'opération a servi à rien, concrètement, parce que le drain ne fonctionnait pas, n'était même pas en aspiration. On a essayé de me le changer, mais ça fonctionnait pas. Enfin, tout un bordel. Le soir même... Et pareil, hein, j'en parle, c'est juste des petits détails parmi toute mon histoire, mais je trouve ça important d'en parler et je trouve qu'il faut pas le cacher. Il y avait un homme, un infirmier, et je sonne et je lui explique que je peux plus me lever pour aller aux toilettes, que vraiment je suis en souffrance et qu'il me faut le bac pour faire pipi. Le monsieur m'a forcé à me lever, il a pris mes 2 sacs de bile, il me les a donnés comme ça. Et enfin, jeté littéralement dessus, puis il m'a dit « Madame, vous vous levez, hein, c'est comme un sac à main, vous prenez ça comme un sac à main et vous allez faire pipi. » Littéralement, j'ai passé ma nuit à me faire pipi dessus. Voilà. Je vivais dans mon urine, dans une hygiène affreuse, avec la bile et le drap pourri de l'après-midi, parce qu'on m'a pas changé le drap, c'était donc dimanche. Et j'ai passé ma nuit dans mon urine, en fait. Voilà, donc j'en ai jamais parlé, mais c'est très important pour moi de le dire, parce que en fait, y a des choses comme ça qui se passent, qui ne devraient pas se passer concrètement. Je comprends que ce métier soit pas facile, mais à un moment donné, soit me donner le bac pour faire pipi, soit m'accompagner pour faire pipi, ça lui aurait pas coûté grand-chose à cet homme. Et moi, par contre, ça m'aurait permis d'avoir une dignité et de dormir dans des draps à peu près propres. Le lundi, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, cette reine, ma mère, juste elle est incroyable, appelle l'infirmière, enfin m'appelle, demande à parler à l'infirmière et demande à parler au chirurgien, du coup, qui m'a opéré, qui m'a raté, et s'énerve énormément, et elle lui dit
vous faites rapatrier ma fille dans un vrai hôpital, dans un bon hôpital où ils pourront la soigner. Concrètement, en fait, elle insiste. Je vais essayer de pas citer de nom ni d'hôpitaux. Concrètement, c'est pas le but de la vidéo. Et en fait, de là, le chirurgien comprenant, je sais pas comment il a fait pour pas comprendre que c'était alarmant, mais enfin bon, se disant que il est quand même sacrément dans la merde parce que je suis en train de crever littéralement, de par son erreur. Donne tout pour pouvoir me rapatrier dans un hôpital. En fait, je vais juste vous dire, dans un hôpital à Toulouse. Il y en a plein, mais j'ai été rapatriée dans un hôpital à Toulouse qui était vraiment dédié pour ça, avec de vrais chirurgiens, vrais entre guillemets, parce que lui-même était un vrai chirurgien, mais en tout cas des chirurgiens beaucoup plus expérimentés et avec surtout beaucoup plus de personnel, etc., pour pouvoir en fait soigner ce que j'avais. De là, donc on est mercredi matin. C'était un mercredi, donc je suis quand même restée finalement mardi en plus dans cet hôpital parce qu'il y avait au début pas de place pour me faire transférer. Et à force d'insister, et puis à force de toute façon d'être mal, mercredi j'ai été transférée d'urgence à Toulouse. Donc il faut savoir que je suis restée dans mon urine dimanche, lundi, mardi, mercredi. 4 jours dans des draps sales remplis de bile, dans une souffrance atroce. Ils n'avaient pas de médicaments pour me soulager. Et dans une hygiène terrible, puisque personne, en fait, ne pouvait me laver. Enfin, je sais pas, personne ne m'a lavé, quoi. Je sais pas s'il pouvait pas. Personne ne m'a demandé, en fait, si je devais me laver, quoi. Enfin, et puis moi, quand je leur disais, il faut faire quelque chose, je sens mauvais, j'ai besoin de me laver, on me répondait, non, vous sentez pas mauvais, pour l'instant, on peut rien faire, quoi. Donc, j'en sais rien. Juste, je sais que je suis restée quand même 4 jours. Dimanche, mardi, mercredi... Non, dimanche, lundi, mercredi... Ah, je vais y arriver. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Oui, c'est ça. 4 jours dans des draps dégueulasses et dans une hygiène affreuse. Et en fait, le mercredi, vers midi, 11h midi, les ambulanciers viennent me chercher pour me rapatrier du coup dans l'autre hôpital. Et quand ils arrivent dans ma chambre, alors déjà, je leur dis attention, mon drain est cassé, on me l'a rafistolé comme on a pu, s'il vous plaît, faites attention, ça me fait extrêmement mal, etc. Parce qu'en fait, ils devaient me porter, je pouvais plus me mouvoir, hein, je pouvais même pas me lever, c'est quand même triste qu'en l'espace de quelques jours, tout d'un coup, je pouvais plus faire pipi, je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus rien faire. En plus de ça, je me suis pas alimentée, enfin, c'était affreux, 4 jours à essayer de boire juste de l'eau, parce qu'en fait, il faut savoir, je vous l'ai pas dit, à ce moment-là, je le savais pas. Donc là, je vous le dis, mais c'est quelque chose que je ne savais pas à ce moment-là. Mais quand on a une infection comme ça, avec la bile qui sort dans le corps, en fait, il faut pas manger. Concrètement, il faut pas manger, il faut tout stopper, même pas boire. Mais à ce moment-là, j'étais pas au courant, puis il fallait bien que je vive, donc je buvais un petit peu, quoi. Et je me rappellerai toujours, ces ambulanciers, ils étaient trop gentils. Il y avait une dame et un monsieur. Ils me regardent, et puis déjà, je pense qu'ils sont pas habitués à voir des jeunes. Honnêtement, j'ai vu que c'était différent. Et ils me disent, mais madame... qu'est-ce que vous faites dans cet état d'hygiène? Et là, je les regarde et je me mets à pleurer en leur disant, mais en fait, je suis comme ça depuis 4 jours, s'il vous plaît, rapatriez-moi, quoi, faites quelque chose, amenez-moi d'urgence là-bas, je veux sortir d'ici, quoi. Et là, ils me disent, c'est pas possible, alors, c'est pas possible. Et en fait, ils me portent, ils me mettent sur le lit, là, le brancard, quoi, et puis ils m'amènent dans... Je devais puer la mort, hein. Vraiment, les pauvres, je devais puer la mort, concrètement, mais... affreux. Donc ils m'amènent, j'étais en culotte ou cul-nu, je sais même plus si j'avais une culotte, autant vous dire que je sais même pas, mais en tout cas j'avais cette blouse où du coup j'étais totalement à poil. Ils prennent mes affaires, mon sac, ils me mettent tout comme ça dans le camion et on part. Le trajet fut long parce qu'il y avait plus d'1h30 de route pour me faire rapatrier, plus d'1h40 même, bien 2 bonnes heures, quoi. Ce fut très très long, très douloureux, parce qu'en fait, chaque petit coup dans le camion me faisait mal à mes cicatrices, me faisait mal au ventre, enfin bref, j'avais mal partout. Ensuite, arrivé là-bas, une envie de faire pipi atroce, pareil, je m'en rappellerai toute ma vie. Une attente interminable dans cet hôpital. Ils n'arrivaient pas en fait à m'inscrire sur la liste pour pouvoir m'amener en chambre, donc en fait, je ne pouvais pas me lever, j'étais coincée sur mon lit. En ayant envie de faire pipi, quoi. Je me suis dit, je vais encore devoir me pisser dessus, quoi, littéralement. Ça n'a pas été le cas. Je suis rentrée à temps en chambre et j'ai eu le temps de faire pipi. Bon, bref, ils ont été très gentils. On arrive dans cette chambre et en fait, là, j'étais censée me faire opérer le lendemain parce que je suis arrivée à 17h quand même sur place. Je reviens aux nouvelles et après, vous en aurez pas pendant un moment, je pense. Je suis transférée à Toulouse aujourd'hui ou demain. Là, le chirurgien il est en train de voir aujourd'hui pour faire une 3e opération. Pour cette fois-ci, venir fermer la fuite, en fait, tout simplement, la fuite biliaire.
donc à Toulouse. Voilà, j'en ai marre. Du coup, 3 opérations au lieu d'une seule. Génial. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. J'étais censée me faire opérer d'urgence le lendemain et en fait le chirurgien il est venu me voir et il me regarde là comme ça et puis il dit ok, on y va. Genre on y va comme ça à 17h. Donc j'étais pas du tout prête dans ma tête à me faire opérer ce jour-là. L'angoisse me prend, j'appelle vite ma mère, j'appelle mon copain pour leur dire vous inquiétez pas, je repars au bloc. Donc là du coup troisième opération d'urgence. Moi je savais pas encore à ce moment-là, mais clairement j'étais en train de mourir à petit feu, donc je pense que c'est pour ça que le chirurgien il a dit on y va, on se pose pas plus de questions, on part au bloc. Donc j'arrive au bloc et là je leur dis, je me rappelle c'était affreux, je voyais tous ces, tu sais, quand on est dans le bloc allongé, là, enfin dans le lit et tout, on voit que le haut avec toutes ces lumières et tout, c'est affreux. Et je leur dis, faites attention s'il vous plaît, c'est ma troisième opération à l'espace de moins d'une semaine, j'ai peur de mourir, j'ai peur de pas me réveiller, j'ai peur que mon cœur il s'arrête, faites attention et tout, et rien que d'en parler j'ai l'impression que je suis en train de... horrible. Et ils étaient très gentils, ils me disent non, vous en faites pas, ça va bien se passer, on a déjà eu des gens qui se sont fait opérer plusieurs fois, vous allez vous réveiller, blablabla, blablabla, bref, très gentils. Ils me donnent la main quand ils me mettent la piqûre, ils sont là, et je m'endors. On m'opère, et je vous avoue que le réveil a été très, très compliqué. J'étais dans une salle d'attente toute seule, dans une salle de réveil seule, avec une dame qui faisait le ménage. Et en fait, je me réveille et je me dis, il faut vraiment que tu reprennes tes esprits rapidement, il faut que tu te réveilles très vite pour avancer et pour que ça se passe bien. Et je me forçais en fait à lever ma tête et ma tête est retombée, j'étais molle, je me forçais. Ça a duré grave longtemps, franchement ça a dû durer bien une bonne heure ce bordel. J'arrivais pas à me réveiller correctement. Et il y avait cette dame, j'arrivais pas à l'appeler, elle faisait le ménage, elle me regardait pas, j'arrivais pas à l'appeler. Puis au bout d'un moment, hop, elle s'arrête et puis elle me dit, ah madame, vous êtes réveillée? Et là je lui dis, oui je suis réveillée mais je me sens encore pas très bien, je suis pas totalement bien réveillée, mais elle me dit, oui vous en faites pas, c'est normal, prenez le temps. Et donc elle repart faire son ménage, bref. Et au bout d'un certain temps, on me monte en chambre. Et tout ça jusqu'à présent, c'est passé seul, quoi. J'ai vu aucun de mes proches, juste j'ai subi le cauchemar seul. J'arrive en chambre et là, je me dis, je suis sauvée. Genre, vous voyez, encore une fois, je me dis, c'est bon, je suis sauvée, je viens de me refaire opérer. Je suis dans un hôpital qui était très classe. Genre, franchement, comparé à tout ce que j'ai pu avoir avant, l'hôpital était classe. C'était un truc privé, de zinzin. Les murs étaient violets, enfin, propres, quoi. Beau, rien à dire. Et là, truc de fou quand même. Même quand j'en parle, je me rends pas compte, mais en fait, une copine à moi du lycée est devenue infirmière dans cet hôpital. C'est elle qui me rapatrie dans ma chambre. C'est elle qui me voit dans cet état. C'est elle qui me dit ça va aller et tout, je viendrai te voir. Bref, ça m'a fait vraiment du bien de voir une tête connue. Pourtant, c'est une copine que j'ai pas revue depuis des années, mais c'était une très bonne copine à moi. Et elle me ramène toutes mes affaires, mon téléphone, bref, toutes mes affaires, ma carte d'identité, parce qu'on m'avait demandé mes papiers et tout, et les gens, ils avaient laissé tout en vrac, c'était tout un bordel. Elle me rapatrie toutes mes affaires, elle me laisse dans la chambre, et puis elle me dit, je te laisse avec telle et telle infirmière que je connais, qui vont bien s'occuper de toi, ça va bien se passer, et tout ça. J'appelle ma mère, j'appelle mon copain pour leur dire, ça y est, tout allait bien, hein. Il était 3h du matin, je me suis même pas rendu compte. Au moment où j'ai appelé, il devait être minuit, 1h du matin. C'est après, à 3h du matin, que ça s'est dégradé. J'appelle en disant, ça y est, je sors de l'opération, tout va bien, je suis guérie, je vous souhaite une bonne nuit, blablabla. Blablabla. Et j'étais sous morphine à ce moment-là. Et puis j'étais sous médoc, j'étais bien. J'essaye de m'endormir un petit peu, tout ça. Et là, à 3h du matin, mais une douleur, je ne peux même pas vous expliquer la douleur. J'ai jamais eu autant mal de toute ma vie. Et d'après les retours et le recul que j'ai, même un accouchement ne fait pas aussi mal que ce que j'ai vécu, alors que je ne suis pas maman, je ne sais pas ce que fait un accouchement. Concrètement, je souhaite ça même pas à mon pire ennemi. Vraiment, je commence à avoir des douleurs au niveau de l'estomac, comme ça au niveau du ventre par ici, comme si on me poignarde et qu'en fait on laisse le couteau et juste qu'on me triture, quoi. C'est affreux cette douleur. Et je dis aux infirmières que j'ai mal, que vraiment j'ai mal. Genre j'ai mal, qu'il y a un problème, que j'ai mal, que... Je leur dis qu'il y a un problème. Et elles me disent qu'elles savent pas quoi faire, qu'elles n'ont pas eu d'ordre du médecin, du chirurgien, que y a rien eu de particulier dans l'opération, que du coup, la seule chose qu'elles peuvent faire, c'est me donner de la morphine, me donner une bouillotte soit chaude, soit froide, on a essayé les deux, et c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai passé ma nuit déjà, la morphine, je la digère pas, je l'accepte pas, donc j'ai passé ma nuit à avoir des hallucinations. À chaque fois que j'arrivais à m'endormir, j'avais des hallucinations de mort, c'était affreux. Invivable, cette sensation d'avoir envie de vomir, enfin vraiment c'était affreux. Je me tenais
à la barre du lit et j'hurlais. Mais j'ai jamais autant hurlé de toute ma vie. J'avais honte pour moi-même, mais je ne pouvais pas faire autrement. J'étais là et j'hurlais en mode j'ai mal, je souffre et tout. C'était affreux. Je pleurais et je gueulais, mais comme une malade mentale. Et ça, de 3h à 11h du matin. De 3h du matin à 11h du matin, ça a duré comme ça jusqu'à que le chirurgien vienne me voir. Mais attendez, mais j'ai souffert de 3h à 11h du matin. Et moi, je suis hallucinée. Bref. Le chirurgien vient me voir et puis je me rappelle, il se met au-dessus de moi, pareil, comme vous êtes allongé, ça paraît toujours très bizarre, et il se met au-dessus de moi, il me dit « Madame, l'opération a raté ». J'essaie de vous donner des nouvelles, mais vous inquiétez pas. En fait, j'en ai pas donné parce que j'étais plus du tout en capacité en fait de prendre mon téléphone. Et en fait, la 3e opération m'a créé une pancréatite. C'est hyper douloureux, j'ai souffert pendant 2 jours le martyre. J'ai cru que j'allais mourir. Je vous jure, j'ai cru que j'allais mourir, c'était horrible. Je suis toujours à jeun, je suis perforée de partout, donc là, et cette main aussi. Et il y a des poches partout là. Et la chance que j'ai, c'est qu'il y a ma maman qui est venue, qui dort avec moi depuis hier. Et ce soir aussi. Ils sont trop gentils parce que normalement on n'a pas le droit de dormir avec les patients. Mais j'étais vraiment au bout de ma vie. Donc voilà, je vous donnerai plus de nouvelles quand je pourrai. Vous entendez bien. Il me dit « Madame, l'opération a raté parce que votre corps est trop abîmé à cause de la bile. Ça a abîmé tous vos organes. Donc j'ai pas... En fait, il devait poser un faux organe pour que mon corps se dise que j'avais toujours la vésicule, en fait. Sauf qu'il a pas pu. Donc j'avais toujours mon drain. Déjà, quand j'ai vu que j'avais le drain dans la nuit, je me suis dit « C'est pas normal qu'on m'ait laissé ce drain-là. » Donc j'avais toujours le drain, cette fois un vrai drain qui fonctionne, qui aspire avec 2 poches. Et le chirurgien me dit ça a raté par rapport à ça. Cependant, j'ai quand même réussi à souder. Donc en fait, il a soudé des organes entre eux, je ne saurais pas vous expliquer, pour que la bile en fait récupère un chemin correct dans mon corps. J'avais quand même le drain parce que c'était pour vérifier en fait que la bile ne sorte plus. Donc ça c'était juste pour vérifier. Et là, il me dit cependant, quand on a ouvert pour tout remettre en place, votre corps est tellement abîmé que un calcul est passé dans le pancréas et vous avez une pancréatite aiguë. Donc, madame, vous avez une pancréatite aiguë, vous ne pouvez plus manger, plus boire et vous allez souffrir. Il me dit là, il n'y a rien à faire à part souffrir. On doit attendre. Et il s'en va. Et moi, je me dis, je sais pas ce que c'est. Alors, mon chien, ma chienne, Marley, a eu une pancréatite aiguë. Elle est restée plusieurs temps chez le vétérinaire et puis elle s'en est sortie et voilà. Et je sais qu'elle était vraiment vaseuse, pas bien quand on s'en est rendu compte, mais elle s'en est sortie. Et dans ma tête, à ce moment-là, je me dis, ok, ma chienne s'en est sortie, je vais m'en sortir. Trop bizarre d'avoir ce comparo, mais c'est la seule personne que je connais qui a eu une pancréatite aiguë, c'est ma chienne. Donc je me compare à ça et je me dis, ça va aller, j'ai une pancréatite aiguë, mais on s'en sort, etc. Et en fait, de là... je dis à l'infirmière, arrêtez de me mettre de la morphine, ça me rend mal, je suis vraiment pas bien. Je préfère avoir des douleurs que d'avoir de la morphine et d'avoir des visions d'horreur, en fait. Elle accepte d'arrêter de me mettre la morphine, donc je souffre le martyre, clairement, j'ai souffert le martyre toute la journée et tout le lendemain. Mais c'est moi qui l'ai demandé, elle a juste accepté, sauf qu'en fait, au bout d'un moment, je prends mon téléphone, chose à pas faire. On le sait tous qu'il faut pas le faire, mais en même temps, je manque d'informations. Donc, je prends mon téléphone et je regarde ce que c'est une pancréatite aiguë pour un humain, concrètement. Je mets ça sur Google et le premier truc qui sort, c'est pancréatite aiguë, mortelle. Et là, je me dis, putain, en fait, je suis en train de mourir. Globalement, de toute façon, depuis le début, c'est ça, j'étais en train de crever. Et là, je me dis, je suis réellement en train de mourir, ça fait que s'aggraver. Et personne ne me le dit. Et là, je me mets dans une angoisse terrible de me dire je suis toute seule et je vais mourir toute seule dans un hôpital sans qu'il y ait un seul proche à moi avec moi. C'est vraiment la seule chose qui me vient à l'esprit à ce moment-là. Et du coup, il y a une infirmière qui vient, elle venait toutes les une demi-heure, 1 heure pour voir comment j'allais parce qu'en fait ça bipait énormément. Dès que je toussais, ça bipait. Dès que ça allait pas, ça bipait. Enfin en fait, dès que potentiellement j'étais en train de crever, ça bipait quoi. Et elle venait et en fait elle refaisait ces petits trucs là, elle me réinjectait des médicaments, etc. Et quand elle vient, je lui dis, je l'attrape par le bras et je lui dis, madame, arrêtez de partir s'il vous plaît. Je sais que je suis en train de mourir, mais je veux pas mourir toute seule. Donc en fait là, je lui dis, vous restez là jusqu'à temps que je meure.
Et si je pleurais et tout. Et là, elle me dit, madame, j'entends votre angoisse, mais je ne peux pas rester avec vous. Sachez que de toute façon, vous êtes plus susceptible de mourir en traversant sur un passage piéton que là, à l'hôpital avec une pancréatite. Je me rappellerai toute ma vie cette phrase. Genre, je me dis, mais à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est pas possible. Et là, elle me dit, je vois que vous êtes dans une angoisse qui est difficile pour vous. Je vais vous donner un médicament qui vous donnera pas de vision, etc., comme la morphine, mais par contre qui va quand même vous détendre. En fait, elle me donne un petit médicament rose, je saurais plus vous dire comment ça s'appelle. Elle me met ça sous la langue et du coup, en fait, ça fond sous ma langue et effectivement, je me sens un peu mieux. En fait, c'est juste que ça vous fait perdre pied, quoi. Concrètement, je suis là, mais sans être là, vous voyez. Le temps passe et je sais même plus si j'ai dormi là-bas. Je crois que oui, j'ai dû faire une nuit comme ça, je sais plus. Bah oui, j'ai fait la nuit où j'ai été pas bien et le lendemain où j'étais en train de mourir. Donc non, j'ai fait qu'une nuit seule. Parce qu'en fait, ce jour-là où j'ai dit à l'infirmière que j'étais en train de mourir, où j'ai eu le médicament et tout, ma copine, et là, je la remercierai jamais assez et je pense que je l'ai pas suffisamment remerciée. Je lui ai écrit, mais on s'est jamais vraiment trop reparlé après cet épisode, a en fait appelé ma mère et lui a dit venez. Parce que ça va pas du tout, venez, même si en fait, normalement, on n'a pas le droit. Les parents n'ont pas le droit de venir parce que j'étais majeure et parce que j'étais en soins intensifs, en fait. Elle dit, venez parce que ça va pas du tout, elle a besoin de quelqu'un, d'un repère, de la force, parce que ça va pas, elle arrive plus à se battre, elle se bat plus, il y a rien, enfin, j'étais en train de mourir, j'étais en train de me laisser mourir, j'avais tellement de mal, en fait, j'étais littéralement en train de capituler, d'abandonner et de me laisser crever. Et de là, je savais pas encore, du coup, que ma mère allait venir, hein, je savais pas, j'arrivais même pas à avoir mon téléphone avec moi. Bref, c'était très compliqué. Et de là, en fait, il y a une infirmière qui rentre et elle me dit, allez, madame, levez-vous, faut que je vous lave. Et là, je me dis, non, mais en fait, elle se moque de moi. Genre, je peux pas me lever, en fait. Là, je lui dis, non, je peux pas me lever, je peux pas me lever, c'est pas possible. Elle me dit, si, vous allez vous lever, je vais vous aider. Il faut que vous repreniez du poil de la bête. Allez. Et je me lève, elle me force à me lever, je me lève tout doucement. C'était très très compliqué parce que j'avais passé déjà plus d'une semaine en fait en étant allongée. Mon corps avait été meurtri, beaucoup de douleurs, beaucoup d'opérations. Vraiment, c'était très très compliqué. En plus de ça, je pouvais pas manger, donc vraiment j'étais totalement affaiblie. De là, on arrive tant bien que mal à aller dans la salle de bain. Je me lave, je me brosse les dents, elle m'aide à me laver. Bref, franchement, ça se passe bien. Elle me lave les cheveux. Elle me frotte un peu les cheveux et là, elle m'habille avec mes vêtements de change que mon copain m'avait laissés dans l'autre hôpital. Et là, je me dis, ok, ça va aller. C'est tes vêtements, c'est à toi, t'es bien, tu souffres, mais ça va aller, tout va bien se passer, vous voyez. Et de là, je me remets dans mon lit. Et en fait, l'infirmière, quand j'étais à la douche, quand je me brossais les dents, elle me dit, prenez un peu d'eau, buvez un peu d'eau. Et sauf que le chirurgien m'avait dit qu'il fallait surtout pas que je boive et que je mange. Et donc je lui dis non, j'ai pas le droit et tout, je peux pas. Elle me dit mais un petit brin d'eau, c'est pas ça qui va vous tuer. Et moi dans mon angoisse, je me dis non, je peux pas faire ça, c'est pas possible, genre je peux pas. Et de là, du coup, je bois pas ni rien, je vais me coucher dans le lit et là, je me sens mal. Gros trigger warning, je vais vous parler de choses affreuses, de vomi, de trucs affreux. Vous êtes prêts? C'est parti. Je me sens mal, je me mets dans le lit et là, je lui dis je vais vomir. Et le temps que je le dise, je me suis littéralement vomi dessus, sur mes seuls vêtements de change propres que j'avais. Vraiment la haine, quoi. J'étais propre, je sortais de la douche et je me vomis dessus et ça ne s'arrête pas. Je vomis. Et le pire, c'est que je vomis du noir. Mais du noir, comme je vous ai dit, mais du noir. Je me dis, le diable est en moi. Genre, vraiment, c'était affreux, du noir partout. De toute façon, j'avais rien à vomir. Qu'est-ce que vous vouliez que j'étais en train de vomir? Et en fait, c'était la bile. J'étais en train de vomir la bile que j'avais ingurgitée pendant une semaine. Donc là, l'infirmière, je vois que tout d'un coup... elle est en mode et elle me dit trop bien, continuez, c'est trop bien, ça veut dire que vous allez guérir si vous êtes en train de vomir, ça veut dire que vous sortez de tout ce qui est en train de vous intoxiquer depuis le début, allez-y, c'est pas agréable mais faites-le. Je me dis ok, trop bien, tu vois, sur le coup je me dis trop bien. Ma mère à ce moment-là rentre au moment où j'étais en train de sortir tout le diable que j'avais en moi. Et je lui dis à ma mère, touche pas mes affaires, parce que ma mère elle commence à vouloir aider l'infirmière et tout. Je lui dis touche pas, on sait jamais. Enfin moi j'étais dans mon truc sous morphine et tout, je suis en train de mourir et genre je vais refiler ma merde à tout le monde quoi. Enfin bref, j'étais complètement à l'ouest complet. Ma mère du coup reste là, l'infirmière malheureusement me nettoie et me rhabille avec une blouse. J'avais plus de vêtements de change. Ma mère à ce moment-là elle rentrait du boulot donc elle m'a pas ramené d'échange. Bref, j'étais à nouveau cul nu avec une blouse. Et j'étais dans le mal total parce que la pancréatite ça fait extrêmement mal. J'étais
Encore une fois, entre la vie et la mort, rien n'a changé à ce niveau-là, mais juste j'étais en souffrance en fait. En plus, j'avais refusé la morphine, donc j'avais encore les effets, mais plus vraiment, c'était très compliqué. Et de là, je dis à ma mère, je suis désolée, mais tu dois rester avec moi. Genre, je lui dis, tu dois rester dormir avec moi, même si tu peux pas rentrer te changer, ben, tu dois rester avec moi. Et en fait, j'ai été rapatriée dans une autre chambre, donc c'était aussi des soins intensifs, mais juste un peu moins important que là où j'étais. Donc ça veut dire que ça allait déjà un peu mieux. Ma mère est restée dormir. Donc en fait, entre-temps, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que ma mère est restée dormir 2 semaines avec moi. Un truc de malade mental. 2 semaines avec moi à l'hôpital. Le chirurgien en fait qui m'a opéré d'urgence là-bas a accordé que ma mère reste avec moi parce que j'étais en train de crever littéralement. Donc il a dit je vous l'accorde, vous pouvez rester avec elle. Et voilà. Le lendemain, ma mamie, mais c'est pareil quoi, ma mamie, mais excusez-moi, cette reine, elle a pris une valise, elle a mis des affaires à elle, parce que du coup elle n'avait pas accès à mes propres vêtements, elle a mis des affaires à elle de change pour ma mère et pour moi, des pyjamas, des culottes, bref, à elle, qu'elle nous a ramenés à l'hôpital. Je dis cette reine parce qu'il faut savoir que l'hôpital, il est à plus d'1 heure de chez nous, donc en fait elle a pris le train, le métro, à pied, et il y a eu plein de fois des pannes de train, elle a dû faire du stop pour pouvoir m'amener des affaires. Non mais c'est un truc de malade mental. Truc de fou, vraiment. Donc de là, on a eu des affaires de change avec ma mère et moi-même. Donc du coup, je pouvais m'habiller en pyjama, c'est déjà un peu mieux. Moi, comme il y avait ma mère, ça se passait mieux parce que la nuit, comme je pouvais pas faire pipi, ma mère, elle m'aidait avec la caisse là pour faire pipi. Donc je faisais pipi allongée dans mon lit, mais au moins je faisais pipi. C'était ma mère qui s'occupait de moi, donc forcément c'était beaucoup plus agréable pour moi. La journée, elle restait avec moi, elle restait vraiment avec moi non-stop. Et franchement, les infirmières étaient des amours. J'ai encore des infirmières à ce jour qui sont abonnées à mon compte Instagram et que je suis moi aussi. Et vraiment, ça a changé toute l'histoire en fait, d'être bien accueillie, d'être lavée, d'être chouchoutée. C'était des infirmières qui avaient mon âge, voire même parfois plus jeunes, qui étaient juste des amours, franchement des amours. De là, du coup, j'ai commencé en fait à on m'a fait une incision ici. D'ailleurs, j'ai toujours une cicatrice parce que du coup, comme je n'avais pas le droit de manger, en fait, on m'a incisé ici et je mangeais par là. Donc j'avais vraiment, j'essaierai de vous mettre des photos, mais j'avais un truc sous forme de lait et c'est ça qui me nourrissait. J'ai perdu énormément de poids, mais c'est ça qui me nourrissait. Par contre, c'était très dur à vivre parce que votre cerveau et votre ventre n'a absolument pas l'impression de manger. Donc même si votre corps est nourri par sonde, moi je souffrais le martyre tellement j'avais faim, ça gargouillait tout le temps. Je fermais mes yeux, je m'imaginais en train de manger des sandwichs et de croquer. Enfin je suis restée comme ça 2 mois quand même. 2 mois sans manger. Ça a duré très longtemps parce que je me suis fait opérer le 28 février. Et vraiment j'ai été guérie le 22 avril quoi. Donc vraiment ça a été très très long. Donc de là, s'en est suivi beaucoup de douleurs, de pleurs. C'était très long. Heureusement qu'il y avait ma mère. Par la suite, au bout de 2 semaines, ma mère est repartie au travail. Elle pouvait pas passer sa vie non plus avec moi à l'hôpital. Elle est repartie au travail. C'était compliqué parce que je suis un gros bébé concrètement. Après tout ce qui s'est passé, j'étais pas du tout à l'aise avec le fait de rester seule. Mon copain entre-temps était venu me voir quand même plusieurs fois aussi, mais personne pouvait du coup rester plus avec moi à dormir et tout. Donc très compliqué parce qu'en fait, il faut savoir que dans ces moments-là, la nuit, quand vient le soir, c'est le moment le plus difficile, où il y a tous vos démons qui reviennent, où je me disais mais qu'est-ce que je fais là ? C'est pas mon destin d'être dans un hôpital, c'est pas mon destin de souffrir comme ça. Il y a des infirmières qui me disaient que la pancréatite c'était compliqué à guérir, que parfois tu guérissais pas, que c'était très douloureux. Enfin vraiment, il y en a qui étaient mignonnes et il y en a qui me faisaient peur. Les infirmières de nuit, c'était pas du tout pareil que les infirmières de jour. C'était très compliqué. Je souffrais beaucoup plus la nuit qu'en journée. Donc en fait, la nuit, des fois, je sonnais plusieurs fois pour avoir plusieurs médicaments. Je devenais zinzin parce que en fait, j'avais réaccepté qu'on me redonne de la morphine. Donc je devenais folle. J'avais des bouffées de chaleur. Je dormais avec des bacs de glace. Je leur ai tué leur stock de glace, les pauvres. Des gros bacs de glace en fait que je me mettais ici. Et je dormais avec ça parce qu'en fait, quand je me réveillais, comme j'avais des angoisses, des terreurs dues à la morphine et des hallucinations, quand je me réveillais, comme j'avais ce truc froid sur ma peau qui me brûlait, je me rendais compte que j'étais en vie. Et c'est le seul truc qui me faisait comprendre que j'étais en vie. C'est le seul truc qui me faisait du bien. C'est trop bizarre, mais vraiment, toutes les nuits, je leur demandais des bacs de glace. Et je me mettais des glaçons comme ça sur moi, mais trop bizarre. Je me rappelais même pas de cet épisode. Sauf qu'en fait, c'est ça qui m'a fait du bien. J'avais vraiment des bacs de glace. Et des fois, je dormais, s'il vous plaît, avec le bac de glace sur la tête comme ça. Et au début, carrément, j'avais tellement peur de m'endormir que je dormais la lumière allumée avec mes lunettes assises comme ça dans le lit. Et je m'endormais comme ça de
de fatigue en fait. Et les infirmières, quand elle rentrait la nuit, elle rentrait puis elle me disait mais madame, vous voulez pas enlever vos lunettes, vous voulez pas éteindre la lumière? Et moi j'étais en mode non, s'il vous plaît, laissez tout allumer, laissez tout comme ça. Et je dormais comme ça. Parce que au moins quand je me réveillais déjà, j'y voyais clair avec mes lunettes. Et puis comme il y avait la lumière, je me rendais compte que j'étais réveillée, que j'étais en vie, genre trop bizarre. Et j'avais un autre médicament qui en fait lui me faisait des bouffées de chaleur, mais j'étais prête à tout ouvrir. Genre ma mère quand elle dormait avec moi, elle ouvrait les fenêtres parce que j'avais chaud, je mourais de la chaleur, c'était affreux. Alors que j'imagine bien que pour elle il faisait pas chaud quoi. Mais voilà, j'étais vraiment dans un état second de douleur et de souffrance extrême. Et finalement, quand ma mère a repris le boulot, il s'est peut-être passé 1 à 2 semaines où j'ai commencé à guérir et où carrément le chirurgien il a commencé à dire madame on va pouvoir enlever ce qui vous nourrit, vous allez pouvoir remanger un petit peu de la soupe et au fur et à mesure manger des morceaux et tout. Je me rappellerai toujours de mon premier petit déj avec des morceaux les gars. Le pain avec la confiture, le beurre trempé dans le chocolat chaud, mais c'était le meilleur petit déj de toute ma vie, je vous jure, c'était incroyable. À savoir aussi que j'ai souffert le martyre parce que pendant 2 mois j'ai pas eu de selle. Pareil, trigger warning, mais du coup, les premières selles font extrêmement mal. Le corps doit se réhabituer, doit comprendre que tout refonctionne parce que plus rien ne fonctionnait. Donc j'ai dû réapprendre à faire caca, concrètement, à marcher, à manger. J'ai tout perdu en l'espace de très peu de temps. Et franchement, quand je suis sortie de là, le jour où déjà j'ai pu remarcher, et où j'ai réussi à mettre un pantalon et à aller dehors, à l'extérieur, parce que j'ai quand même passé 2 mois où en fait j'étais à l'hôpital, concrètement je voyais pas l'extérieur. Je me filme, c'est obligé. Si jamais vous passez par là et que vous avez une sale période, peu importe la période, que ce soit une petite période comme une grosse sale période, vous voyez, sachez qu'il y a toujours un après. Et par contre, tant que vous le pouvez, profiter de tout. En fait, je sais pas, c'est pas grand chose. J'ai été hospitalisée pendant 20 jours, j'ai failli crever. Il y a des gens qui restent hospitalisés pendant des années, voire toute une vie. Ça m'a paru une éternité. Et en fait, le fait d'être dehors, de prendre l'air et de voir un putain d'avion, de pouvoir respirer, de juste sentir le vent sur moi et de me dire que je suis dehors, ça fait un bien, je vous jure, rien que de marcher et tout. Et ça, je me le suis toujours dit quand j'étais dans le mal, que en fait, on se rend pas compte de la chance qu'on a. Ainsi soit-il, le tout petit truc qu'on peut avoir de normal, rien que de respirer, vous voyez. C'est tellement habituel depuis toujours qu'en fait, on se rend pas compte à quel point c'est, j'en sais rien comment dire, mais c'est un bien-être, vous voyez. Et profiter de pouvoir respirer normalement, profiter de pouvoir marcher sans douleur, de pouvoir pisser sans douleur, je vous jure, de pouvoir manger, bref, tous ces trucs simples que vous faites tous les jours, que j'imagine vous, pour la plupart des gens, aimez faire. Franchement, essayez de tous les jours vous dire que c'est une chance, et j'espère de tout cœur que je vais jamais oublier ce que j'ai vécu là, parce que j'ai jamais été assez reconnaissante, de la vie tout court. Pas forcément de la vie que j'ai, mais juste d'être en vie, vous voyez? Juste ça. Je pense que j'aime la vie, mais je pense que j'en ai jamais été assez profitante et reconnaissante. Rien que là, putain, je fais des allers-retours dans l'hôpital, dans le parc, vous voyez? Et j'ai cru que je pourrais jamais refaire ça. Et je me suis dit quand j'étais vraiment au plus mal que rien que le fait de pouvoir remanger, ce serait incroyable. Croyez-moi que c'était vraiment incroyable. En fait là ce matin, le fait d'avoir pu me doucher toute seule, j'ai mis mes putains de baskets, mes putains de Vans toute seule. Et j'ai encore mal au ventre, bien sûr j'ai mal, mais c'est des douleurs juste de points de suture. Comparé à ce que j'ai vécu, c'est rien du tout. Et voilà, juste si vous passez par là et que ça va pas chez vous, essayez de vous dire que le fait que juste de putain de respirer, en fait, c'est la vie. Et qu'un jour ou l'autre, même le plus petit bobo finit par guérir. En tout cas, je vous le souhaite. Mais c'était vraiment une vidéo pour vous dire, ça y est, c'est la fin de la merde pour moi. En tout cas, ça y est, j'ai eu ma dernière prise de sang ce matin, je rentre chez moi demain. Donc, ce soir, c'est la dernière nuit à l'hôpital, donc... profitez de votre vie, soyez heureux,
du moindre petit bonheur, du moindre petit détail d'un putain de papillon qui vole. Je vous jure que en fait ça c'est un truc que j'ai jamais vraiment fait attention. On l'apprécie, on l'aime, mais je me suis jamais dit sois heureuse de voir un papillon voler. Vous voyez, en fait quand vous êtes enfermé pendant 20 jours sans pouvoir manger, sans pouvoir pisser normalement, en étant totalement dépendant des personnes qui sont là pour vous soigner, sachez que ça vous fait bien réfléchir. J'ai pleuré mes tripes en me disant mais c'est incroyable en fait la vie, à quel point c'est beau d'avoir juste une vie, même juste une vie simple, de voir des papillons, de voir des oiseaux, de respirer, de sentir les odeurs, de pouvoir pisser normalement, de pouvoir manger normalement. Et je vous assure que comme c'est un truc qui pour nous qui est routinier et normal, on se rend pas compte et on remercie pas suffisamment notre vie de nous accorder ça. Parce que concrètement, quand j'ai tout perdu, autant vous dire que je me suis rendu compte à quel point faire pipi normalement, en fait, c'est incroyable. Voilà, marcher, manger, c'est juste un truc de fou. Finalement, je vous ai oublié aussi quelques étapes parce que pendant tout le moment où j'ai été dans cet hôpital, j'ai fait beaucoup de scanners pour qu'on suive en fait comment ça se passait. À chaque scanner, en fait, on me portait parce que je pouvais pas marcher. Le dernier scanner que j'ai fait, j'ai pu le faire moi-même, j'ai pu me lever toute seule, c'était assez fou. C'était trop bien, en fait, trop bizarre, mais c'est vraiment des petits exploits comme ça qui font que vous voyez que ça va mieux. Carrément, je savais même plus comment je m'appelais. C'est-à-dire que quand y a un moment où j'ai passé un scanner et la dame, elle me demande comment je m'appelle. Je lui ai dit un nom et un prénom, ça n'avait strictement rien à voir avec comment je m'appelle, quoi. Mais parce qu'en fait, avec la morphine et tout, j'étais complètement dans un autre monde. J'arrivais même plus à prendre mon téléphone. Enfin, vraiment, j'étais coupée de tout. Et finalement, j'ai réussi à m'en sortir de tout ça. Un jour, on me dit, vous allez pouvoir sortir de l'hôpital, madame, tout va bien, ça va mieux, vous allez pouvoir sortir. Par contre, vous devez aller chez quelqu'un où il y a quelqu'un tout le temps en surveillance. Donc à ce moment-là, je vais chez ma mère. Je rentre de l'hôpital, je vais chez ma mère. Ma mère, elle était au travail, mais la journée, en fait, il y avait ma grand-mère et mon grand-père qui venaient me surveiller. Et en fait, le lendemain, ou le premier jour, je sais même plus si c'est le premier jour ou si c'est le lendemain que je suis rentrée de l'hôpital, je me sentais pas très bien. Et j'avais de la fièvre. Genre, je sentais que j'avais de la fièvre, que j'étais pas bien. Et en fait, il faut savoir que souvent, après une pancréatite, ce qu'il peut avoir, c'est une septicémie, une infection du sang. Sauf que comme j'étais restée à l'hôpital quand même pendant un certain temps, normalement, tout ça, ça avait été évincé. Sauf que chez moi, je me sentais pas bien. Et arrive le soir, 19h, ma mère rentre donc du travail et je lui dis, j'ai pas été bien de la journée, je me sens pas bien, j'ai de la température, j'ai pris du Doliprane, ça ne passe pas. Et genre vraiment, j'avais énormément de température et ça ne passait pas. Donc on appelle en fait le médecin au téléphone d'urgence, on lui explique ce qui m'est arrivé et le médecin me dit, vous repartez. Alors vous repartez, on prend aucun risque. Vous repartez à l'hôpital. Là, je me dis, c'est pas possible en fait, je vais jamais m'en sortir. Genre je me dis, c'est pas possible, vraiment... fait chier quoi. Je repars dans le camion de pompiers cette fois-ci à l'hôpital, donc 1h30 de route, un peu moins peut-être là à ce moment-là, peut-être 1 heure. J'arrive aux urgences, ce fut très long, on me pose dans un lit, tout ça, et en fait il faut me faire des examens. Et là je me dis ça y est, je suis encore en train de tout rebasculer, parce qu'en fait quand j'arrive là-bas, je vomis, et je vomis de la bile. Et là je leur dis la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai dû me faire opérer d'urgence. J'ai dit donc il y a un problème, me laissez pas mourir quoi. Ne me laissez pas mourir là encore, genre j'étais en mode c'est pas possible. Et en fait, ils arrivaient pas. Faut savoir que j'ai aucune veine. J'ai pas de veine et en plus j'ai des tatouages partout. Donc c'était très compliqué de me piquer. Le seul endroit où on arrivait à me piquer en fait, c'était ici, là où il y a cette fleur. Je m'en rappellerai toute ma vie parce que tous les matins les infirmières elles venaient, elles me faisaient une prise de sang quand j'étais à l'hôpital et c'était que par là. Et en fait là, elles y arrivaient pas parce qu'à force, pendant 2 mois, mon corps il a été meurtri et ça marchait plus quoi. Et là, elle me dit, je vais vous piquer les pieds. Les pieds, s'il vous plaît. Je dis, pourquoi? Non, genre, c'est affreux, ça fait mal. Elle n'y arrive pas. Elle me pique les pieds, ça fait mal et ça ne marche pas. Donc, je souffre pour rien. Elle m'a piqué les bras. Les 2 côtés, plusieurs fois, ça ne fonctionne pas. Et là, elle me dit, madame, je suis obligée de vous piquer dans l'artère. Elle me dit, ça va faire très mal, mais il n'y a pas le choix. Je me dis, allons-y. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc, je me mets comme ça. Elle me pique dans l'artère. Et je passe ma nuit comme ça, avec du sang partout. Enfin, c'était encore une fois dégueulasse. À faire des examens, à faire le scanner, et machin. Et finalement, on se rend compte que j'ai une infection du sang, que forcément, c'est pas cool, mais que c'est pas non plus trop grave. Donc, on me donne des médicaments et on me dit, vous pouvez rentrer chez vous.
Donc je repars chez moi et franchement, à partir de ce moment-là, ça va mieux. Franchement, ça va mieux. C'est pas la forme, hein, mais ça va mieux. Se passe du coup plusieurs temps et arrive mon examen final le 22 avril. Je repasse un scanner et j'ai rendez-vous avec le chirurgien qui m'a sauvé la vie littéralement pour voir si tout va bien. Et donc il me dit tout va bien, vous pouvez reprendre une vie normale, vous pouvez manger normalement, juste plus du tout d'alcool. Donc plus du tout d'alcool dans votre vie ou avec modération. Sachez qu'à ce jour, c'est plus du tout d'alcool. Je vais vous expliquer du coup les conséquences et les séquelles que j'ai à ce jour. C'est affolant. Ça s'en est arrêté là. Depuis, je n'ai pas revu de médecin par rapport à ça. Il faut que je voie un gastro-entérologue, il faut que je voie un médecin. Mais le problème, c'est qu'on a déménagé entre-temps. Et il y a une pénurie de médecins, en fait. Donc, je n'ai pas de médecin. Et personne ne veut me recevoir. Donc, en fait, je suis comme ça un peu dans une errance, encore une fois, médicale, en souffrance, très souvent. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai repris un boulot normal. Donc, je travaille en crèche. Je chope toutes les maladies que peuvent avoir les enfants. À la fois, c'est un peu normal parce que mon immunité n'était pas faite par rapport à ça, mais à la fois, ça tourne toujours très vite au drame, dans le sens où je suis toujours obligée de m'arrêter, alors qu'à l'époque, quand je travaillais en crèche, quand j'étais malade, je m'arrêtais pas, en fait. Au bout d'un moment, t'es malade, t'es pas bien, mais tu t'arrêtes pas forcément. Là, je suis toujours obligée de m'arrêter 3 jours, voire plus, parce que je suis pas bien. C'est-à-dire que là, actuellement, quand je vous filme la vidéo, en fait, hier, j'ai eu la gastro, que j'ai chopée, en fait, à la crèche. Je suis arrêtée pendant 3 jours, et là, actuellement, je suis vraiment pas bien. Mon ventre, il est en vrac. J'ai passé ma nuit et ma journée à vomir. Et en fait, il faut savoir que dès que j'ai un petit rhume ou un petit truc comme ça part toujours en grave, entre guillemets, conséquences. Ça, c'est les séquelles, en fait, je pense, de la pancréatite et de tout ce qui s'est passé. Pas forcément d'être sans vésicule, mais surtout de la pancréatite. Mon estomac a été énormément abîmé. J'ai mon estomac qui me fait très mal, ça n'est jamais passé. À chaque fois que je vais voir quelqu'un, je suis allée voir un ostéo, etc., on m'appuie dessus, on essaie de me masser, mais en fait, on m'explique que mon estomac, là, il n'est pas du tout en forme. Mon estomac, en fait, a été raccroché à une paroi, donc en fait, il n'a plus du tout l'espace nécessaire pour vivre correctement. J'ai souvent des bulles d'air qui explosent et qui me font un mal de chien. Je ne peux plus du tout manger ce que je veux. C'est-à-dire que des fois, je me sens bien et tout. Récemment, là, par exemple, et attention, trigger warning, et vraiment, je m'affiche devant vous, mais pour moi, c'est très important d'en parler parce qu'en fait, on se rend pas compte de toutes les conséquences que ça peut avoir, sachant que j'ai pas porté plainte et qu'en plus de ça, le médecin du travail m'a dit que avec tout ce que j'ai eu, vraiment, ça pourrait aller loin. Mais dernièrement, je suis partie faire les magasins avec ma grand-mère. On a décidé d'aller manger au restaurant de sushis. Les sushis, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours tout très bien digéré. Je mange les sushis, tout va bien, et puis peut-être aller une demi-heure, 1 heure après, mon ventre, en fait, tout de suite me dit faut aller aux toilettes, quoi. Le temps que j'arrive aux toilettes, il a fallu que je cours parce que vraiment, ça, de littéralement me faire dessus, quoi. Et ma vie, c'est ça. Ma vie se résume à ça. Je ne peux plus rien manger au restaurant, de gras, je peux plus. Ou vraiment en très petite quantité, un petit brin de chocolat par-ci, par-là. J'ai perdu beaucoup de poids, mine de rien. J'ai encore mon ventre et tout, hein. Mais j'ai perdu beaucoup de poids, ça continue parce que en fait, je peux tellement pas beaucoup manger que j'ai réduit mes quantités. Je mange du riz, du jambon, voilà. J'ai vraiment beaucoup de conséquences par rapport à ça. Je peux plus rien faire, clairement. Je peux pas vivre normalement. C'est hyper dérangeant dans un boulot normal parce que du coup, de base, quand j'étais dans mon entreprise, en soi, je m'en fiche. Si j'ai besoin d'aller aux toilettes, je vais aux toilettes. Mais je trouve que là, au boulot, c'est vraiment non, en fait. C'est hors de question qu'il m'arrive ce genre de choses. Donc vraiment, je mets un point d'honneur à manger que du sec. Au travail, j'ai vraiment de la nourriture qui est sèche, genre que du jambon ou du riz, des légumes et ça s'arrête là, quoi. Encore des légumes très peu parce que les légumes souvent ça me fait digérer beaucoup trop vite. Voilà, donc il faudrait que j'aille voir un médecin par rapport à ça. J'ai énormément de conséquences, sans parler des conséquences je pense psychologiques qui quand même je trouve que ça va. Je pense que ça aurait pu être pire, j'aurais pu réagir d'une façon différente. Par contre je me rends compte que ça m'a beaucoup changé. Donc là ça fait 2 ans et je me rends compte qu'en fait ma façon de penser, d'encaisser les choses, de voir les choses, j'ai un peu un je m'en foutisme qui fait partie de mon quotidien maintenant. Les gens méchants, les gens qui parlent mal, les gens qui se plaignent tout le temps pour rien. Franchement, je m'en fous. Genre, je prête même plus attention. Là, j'ai repris donc un boulot salarié. Ça se passe bien. Pour l'instant, je touche du bois, j'ai pas eu de problème au niveau de mon estomac, mais juste voilà, quand je suis malade, c'est très compliqué. Là, la gastro, ça me flingue, clairement, je suis en souffrance que personne ne peut comprendre. Vraiment, c'est une souffrance que personne ne peut comprendre, qui en plus de ça est totalement invisible, donc je peux comprendre qu'on puisse pas, du coup, l'assimiler. Mais voilà, c'est pas du tout agréable, et à ce jour, je sais pas.
Je sais pas où j'en suis, je sais pas. Je me dis que la vie, elle est très courte et qu'elle peut basculer en l'espace de quelques secondes. Je suis à peine en train de comprendre ce qui m'est arrivé. Je sais que j'ai plus du tout envie de me prendre la tête dans ma vie. Je veux profiter d'une manière ou d'une autre, profiter, prendre ce qu'il y a à prendre, m'enrichir des gens, m'enrichir de la vie, tout ça. Mais par contre, je trouve que il faut en parler. Je pense que franchement, si vous pouvez partager cette vidéo, commenter, liker et faire que cette vidéo soit le plus vue possible, bah, il faut en parler. Parce que entre l'errance médicale, toutes les problématiques que j'ai pu rencontrer aux urgences, le fait d'avoir été laissée dans mon hygiène comme ça, dans mon hygiène, c'est même pas ça, je sais pas ce que je voulais dire. Le fait d'être restée, c'était pas hygiénique, c'est ça que je veux dire, dans mon urine, quoi. Enfin, voilà. Ça, c'est pas possible. Le fait d'avoir quand même été opéré 3 fois en urgence parce que un médecin a fait une erreur. Genre vraiment, les erreurs médicales, on n'en parle pas suffisamment, mais c'est affolant parce qu'ils ont notre vie entre leurs mains. Et voilà, quand ça s'est passé, du coup, j'avais 28 ans, quoi. J'avais 28 ans. Donc là, à ce jour, j'ai 30 ans, j'avais 28 ans, mais vous vous rendez compte, 28 ans, c'est beaucoup trop jeune pour mourir. Enfin, je n'ai encore rien fait de ma vie. À ce jour, j'ai encore rien fait de ma vie, vous voyez. Sauf que ça m'a encore plus créé des angoisses de l'hôpital. Je suis pas fan de l'hôpital déjà de base, mais en même temps qui est fan, mais j'ai des angoisses de tout ça. J'ai des angoisses de tout ce qui va être lié au sang, à l'odeur et tout. Je suis pas hyper à l'aise. J'ai des angoisses de la douleur dès que je suis pas bien, comme là, en fait, j'ai mal et je pense que c'est mon corps aussi qui se rappelle. Et c'est une douleur du coup qui revient, mais qui n'est pas liée à la maladie. Bon, là, la gastro, sûrement, parce que j'ai fait que vomir, donc c'est normal que mon ventre il soit meurtri. Mais je trouve qu'il est beaucoup plus meurtri que ce qu'il devrait l'être, vous voyez. Voilà, bref. Je pense qu'il faut que je sois suivie à un moment donné, à un autre, mais je voulais vous faire part de tout ça. Également, prendre le temps de vous remercier, parce qu'à cette époque, j'avais reçu énormément de messages de soutien. C'était affolant sur les réseaux sociaux. J'avais quand même pris le temps de vous remercier, mais je le refais ici. J'ai normalement essayé de vous expliquer un peu en détail et de répondre quand même indirectement aux questions qu'on aurait pu me poser, de tout ce qui s'était passé, de comment ça s'est passé et tout ça. Mais si jamais vous avez plus de questions, laissez en commentaire vos interrogations. J'essaierai de recenser tout ça et de prendre le plus de questionnements possible et d'y répondre en vidéo. S'il n'y a pas beaucoup de questions, bah, j'essaierai d'y répondre à l'écrit, le mieux le mieux que je peux faire, en détaillant et pour que vous puissiez avoir une réponse claire. Voilà. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!